Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Mathieu Mayer, directeur général adjoint de Cogedim. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Et à ma droite, Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier. Bonjour Franck. Bonjour Marie. Messieurs, vous êtes sur le plateau pour parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Comment relancer l'offre locative? Comment relancer la construction de logements neufs? Et si c'était en favorisant l'investissement locatif dans le neuf? Pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses soient vraiment encourageantes quand on regarde les derniers chiffres de production de la part des promoteurs. Je me retourne directement vers vous, Mathieu. Bon, ça va moins mal, mais ça va pas super bien pour l'instant. Sur ce segment de l'investissement locatif des particuliers dans le neuf, on peut pas dire que ça aille très très bien. Alors, quelques chiffres, parce que c'est quand même important de commencer par des chiffres. Le marché d'investisseurs locatifs dans le logement neuf, c'est moins 80% entre la période pré-Covid et aujourd'hui. Donc, c'est une division quasiment par 5 du nombre d'investisseurs qui décident d'investir dans un logement neuf. Donc vous imaginez bien ce que ça peut causer comme dégâts, entre guillemets, dans les sociétés de promotion immobilière. Et donc, on a dû forcément s'adapter à ce contexte-là et aussi pousser d'autres produits. On va en parler, mais déjà, le chiffre est impressionnant, oui. Mais je voulais justement revenir sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de faiblesse des investisseurs. Moi, je me souviens, Franck m'en est témoin de toutes ces publications de la Fédé des promoteurs immobiliers où on voyait que bon an, mal an, on avait la moitié, parfois plus, des ventes aux promoteurs qui étaient faites au titre de l'investissement locatif des particuliers. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Ben non, il y a une raison très simple, c'est qu'on a supprimé le Pinel Plus l'année dernière. Et il y a eu un effet collatéral très rapide et très violent, puisque effectivement, quand on est promoteur, qu'on sécurise la commercialisation de son opération à raison de 50%, voire plus, grâce aux investisseurs particuliers, si on supprime ce débouché commercial-là, on se met en risque. Et du coup, il y a un effet induit sur tous les autres logements. C'est-à-dire qu'en gros, la banque ne suit plus et du coup, on ne construit plus du tout, c'est ça l'idée ? Non, c'est pas ça. C'est que vous n'arrivez pas à atteindre ce qu'on appelle le quota GFA, la pré-commercialisation nécessaire pour que la banque vous octroie la garantie financière d'achèvement. Et donc, ça a un impact sur la production de logements en accession classique et aussi sur le logement social. C'est ce que je disais, Franck, en gros. Il y a un impact qui est très très fort, qui touche vraiment tous les segments. Non, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire que si j'arrive pas à avoir suffisamment de pré-commercialisation auprès des investisseurs, globalement, la banque, elle va pas me suivre. Pas de GFA, donc de toute façon, vous ne pourrez pas acter, vous ne pourrez pas passer chez le notaire. Bon, heureusement, nos promoteurs ont du talent. Simplement pour rebondir sur ce que disait Franck, aujourd'hui, 50% des logements sociaux sont construits par les promoteurs dans le cadre des VFA et c'est même 70% dans les zones tendues. Donc, comme on disait, un logement investisseur qui n'est pas vendu, c'est aussi en cascade un logement pour un primo-accédant, un logement social qui n'est pas construit. Ouais, vous prêchez une convaincue. Mais justement, je disais, les promoteurs ont du talent parce qu'ils ont cherché des dispositifs qui pouvaient inciter quand même nos chers et tendres candidats à l'investissement locatif à se réintéresser à l'investissement locatif dans le neuf. Alors attention, ça pique à chaque fois qu'on en parle. Je sais qu'il y a du bon et du moins bon là-dessus, que c'est un peu complexe. Le LLI, le logement locatif intermédiaire, qui était jusqu'à présent une forme de dispositif qu'on a appelé le Pinel des institutionnels, si vous me suivez. Et aujourd'hui, on veut faire le LLI des particuliers. Exactement. Et vous avez tous, Franck a participé d'ailleurs, il était venu sur le plateau avec un autre promoteur qui lui aussi commence à industrialiser finalement ce dispositif pour les particuliers. C'est aussi le cas chez vous, chez Cogedim, de se dire il va falloir qu'on vulgarise ce dispositif. Est-ce que vous pourriez le faire sur le plateau, là, cette vulgarisation ? Tout à fait. Alors le LLI, comme vous le disiez Marie, c'était un dispositif qui était jusqu'à présent destiné aux investisseurs institutionnels. Et puis depuis 2024, et c'était resté un peu secret de polichinelle, il a été ouvert, alors par le biais de sociétés toujours, donc notamment une SCI ou une SARL de famille, à des investisseurs particuliers. Donc effectivement, on avait, comme vous le disiez Franck, l'année dernière encore le Pinel, qui était un peu l'autoroute pour les investisseurs. Et donc on n'avait finalement pas besoin d'aller adresser un programme, un produit un peu plus complexe comme le LLI. Et donc on s'est tous mis finalement sur ce produit-là en début d'année. Et donc ça a nécessité une forme d'ingénierie en interne qui était assez complexe et aussi de s'entourer d'experts, puisque le LLI est réglementé. On ne peut pas faire un LLI dans n'importe quel programme, dans n'importe quelle zone. Il faut qu'il y ait une part de logement social dans le programme ou dans la commune. Et donc il fallait s'assurer avec des experts que ce produit était sécurisé, puisqu'on n'allait pas faire investir des personnes sans maîtriser le produit en lui-même. Donc les avantages, pour le rappeler quand même, de ce dispositif, c'est une TVA à 10% versus 20% dans le neuf classique. C'est le principal gain qu'on fait. C'est ça. Il y a aussi un autre élément qui est important, qui est un crédit d'impôt sur la taxe foncière. Et on sait que les taxes foncières
ont augmenté de manière quand même assez importante depuis quelques années. Donc ça représente à peu près un mois de loyer, une taxe foncière. Donc on a une exonération de taxe foncière sur la durée du bail, enfin sur la durée d'investissement. Donc on va dire sur une vingtaine d'années, puisque ce qu'on imagine comme un investissement intelligent sur le LLI, c'est une vingtaine d'années à peu près. C'est pas que ce qu'on imagine, c'est aussi l'obligation contractuelle, Ouais, c'est 15 ans, non? C'est ça, Franck? Ouais, jusqu'à la 16e année. On ne peut pas revendre avant la 17e année. 17e année, d'accord. Mais parce que si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Vous risquez de perdre une partie de la TVA qui a été normalement acquise. Faut que je la rembourse? Au prorata, oui. Ah oui. Après, vous pouvez vendre et votre acquéreur s'engage à poursuivre avec une personne qui est sous plafond de revenus, au loyer déplafonné, etc. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de TVA à rembourser. Mais est-ce que bon an, mal an, parce que c'est ça le sujet, là, effectivement, on se dit quand on l'écoute que c'est un peu complexe. Ça tombe bien, l'émission est en podcast, vous pouvez prendre le temps de réécouter à chaque fois. Mais on peut se dire que c'est un peu complexe. Mais est-ce que finalement, bon an, mal an, on retrouve les avantages de feu le Pinel? Alors, effectivement, ça peut être complexe. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le simplifier. C'est de le simplifier en mettant en place des offres dans lesquelles, notamment, on va prendre en charge la création de la structure qui est nécessaire pour porter cet investissement. Cette société, voilà, donc une SCI ou une SARL de famille, et qui, d'ailleurs, est aussi un outil juridique qui est intéressant fiscalement pour transmettre, pour constituer son patrimoine. Donc, finalement, on prend à notre charge financièrement et le montage juridique de ces sociétés. Et puis après, on va mettre aussi en place des offres dans lesquelles on va offrir, par exemple, pour le LLI meublé, puisqu'on a porté un dispositif de LLI meublé qui est très performant, et dans lequel on va offrir finalement la cuisine, le mobilier, un an de gestion locative avec la garantie des loyers impayés. Et la ça aussi, oui, c'est ça à chaque fois. C'est ça. C'est un package. Aujourd'hui, les personnes ont besoin pour investir et retrouver confiance dans l'investissement locatif de se simplifier la vie. Donc on est là pour ça, pour essayer dans un univers qui est complexe, plus complexe évidemment qu'à l'époque du Pinel, où finalement c'était quand même relativement simple, d'apporter des solutions qui sont performantes et qui sont simplifiées parce que ça va nécessiter plus d'ingénierie au départ. Mais aujourd'hui, donc on a lancé le LLI depuis un mois et demi à peu près, et on a les premières réservations qui arrivent. Il faut le temps aussi que chacun puisse appréhender le dispositif. On a des banques aussi qui sont partenaires. Comment réagissent les banques? Le financement, c'est quelque chose qui est forcément important dans un investissement immobilier, et donc il a fallu aussi convaincre les banques de se lancer dans ce dispositif. Aujourd'hui, on a des partenariats scellés avec des banques, et y compris sur des financements jusqu'à 25 ans. Alors que historiquement, les SCI étaient plutôt financés sur 20 ans. Donc ça permet aussi évidemment de baisser le reste à charge pour l'investisseur. Bon, Franck, évidemment, Mathieu, il va me dire que le LLI, c'est simple version Cogedim. C'est normal, c'est son rôle, il est là pour ça. Vous en pensez quoi, vous, Franck? Si on fait le match, alors... l'idée, c'est pas de dire le Pinel est mort, il n'y a rien d'autre et on va tous pleurer, et voilà. Mais est-ce que véritablement il est concurrentiel, ce dispositif? Alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les promoteurs cherchent des solutions. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a coupé un petit peu les possibilités. Donc, le LLI, c'en est une. Alors, elle est assez complexe, ce qu'a pu expliquer Mathieu. Alors, si je prends la casquette, non pas promoteur, mais la casquette plutôt conseiller en gestion de patrimoine et client, parce qu'au bout du bout, c'est quand même le client aussi qui est au cœur du sujet, il n'y a plus de complexité. Vous parliez des banques. Oui. Les banques n'aiment pas les SCI, clairement, donc il faut les convaincre. Au-delà de la conviction, il faut savoir qu'il y a un coût généralement qui est plus élevé pour le crédit. On va avoir un taux d'intérêt plus élevé? C'est ça. Ça va de 0,5 points à... Ça peut aller jusqu'à 1 point supplémentaire. Donc, il y a un coût de toute façon induit. Il y a un coût de gestion récurrent. Alors, même s'il y a des offres, effectivement, pour la création de la SCI, après, il y a un coût annuel qui est récurrent. Alors, ça peut venir en déduction des charges, mais c'est quand même un coût supplémentaire. Et au bout du bout, ce qui est intéressant, c'est quand même le taux de rendement interne. C'est ce que j'allais vous dire. C'est quoi le rendement aujourd'hui qu'on peut estimer pour le LLI et c'était quoi le Pinel plus? J'ai vu beaucoup de simulations. Alors effectivement, on prend des cas particuliers. On va prendre le cas d'une commune où la taxe foncière est extrêmement élevée. J'ai vu du 2 000 € pour un T3, par exemple. Bon, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut trouver. C'est où? Et quand on prend en fait une somme de cas particuliers, on arrive à quelque chose qui commence à être intéressant. Moi, je vais vous prendre un rapport qui a été réalisé conjointement par l'ANACOFI, par la FIL, par la CNCEF, donc des gens dont c'est le métier, la gestion de patrimoine, c'est vraiment au cœur de leur préoccupation, ils savent compter. Ils ont comparé les différents dispositifs avec les mêmes hypothèses de durée d'emprunt, de prix, etc., en appliquant les différents dispositifs. Et en fait, le TRI du LLI, malheureusement... Donc le taux de rendement interne? Voilà, il est très très faible. Le taux de rendement interne, en fait, c'est la prise en compte de tous les flux entrants, sortants, et prise en compte également du facteur temps. Donc vraiment, on compare des choses comparables. Et on a un TRI, malheureusement, qui est
extrêmement faible. C'est-à-dire ? On est en moyenne sur un TRI de 1,20. Oh, punaise! Voilà, donc c'est une solution. Oui, il faut reconnaître le mérite d'avoir essayé de trouver une faille juridique un petit peu en détournant un dispositif qui était réservé aux institutionnels. Mais pour l'instant, c'est un pis-aller. Il y a d'autres solutions qui existent. Dans le neuf, il y a le meublé qui fonctionne très bien. On sait qu'il y a une problématique de logement étudiant, une problématique de logement senior. En plus, ce sont deux cibles, deux populations qui ont été épargnées par la réintégration des de l'amortissement, mais bien sûr. Dans le calcul de la plus-value. Donc voilà, le gouvernement a mine de rien fléché un petit peu les dispositifs qui fonctionnent. Et après, il y a de l'ancien avec la rénovation, le Normandie. Ça fonctionne très bien. En fait, vous aviez fait votre... On a un indicateur très, très simple, qui est celui du logiciel Top Invest, qui est un outil de simulation qui est utilisé par des milliers de conseillers en gestion de patrimoine, les réseaux bancaires, etc., même des promoteurs. Et si on regarde les simulations faites sur le premier semestre, donc à fin juin, on a des données très, très fraîches, 60% des simulations, c'est pour du LMNP. Voilà. Et le loueur meublé non professionnel. Exactement. Et vous avez 17% de Normandie. Les autres dispositifs, que ce soit du MH, du monument historique, du Malraux, du LLI, il y a un peu de NuPro aussi qui monte en... Oui, la nue-propriété, bien sûr. En potentiel, oui, parce qu'on a des petites enveloppes. Ça a permis de toucher un socle. On en reparlera, de population plus large. Voilà. Mais le LLI, aujourd'hui, c'est vraiment marginal, effectivement. Alors, les promoteurs ont mis du temps à démarrer, à s'approprier le LLI. On a les statistiques de la Fédération des promoteurs que pour le premier trimestre. Oui, bien sûr. Mathieu l'a dit, c'est une grosse dégringolade. On a pris moins 41% cette année, le premier trimestre par rapport au premier trimestre 2024, qui était déjà en retrait de moins 39 par rapport à l'année précédente. Donc, pour l'instant, le LLI ne décolle pas. C'est complexe, il faut de la pédagogie et voilà, il manque encore le sujet central qui est la renta. Donc il faut vraiment bien chercher, bien fouiller en termes de niveau de loyer, en termes de taxation foncière. Il faut s'appuyer sur les offres des promoteurs, il faut en profiter. Oui, bien sûr. Voilà, si vous êtes investisseur, n'hésitez pas. Il y a plein d'offres aujourd'hui, des frais de notaire. Et encore une fois, cette moyenne d'1,5% de taux de rendement interne, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'effectivement... Oui. Ah, pardon, 1,2, oui. Oui, c'est moins que le livret A, malheureusement. Oui, voilà. Mais effectivement, après, dans des cas concrets, ça peut effectivement être supérieur. Comparer, et se faire accompagner parce que c'est quand même assez compliqué. Mathieu, quand on entend ça, est-ce qu'on se dit pas qu'en fait, effectivement, le LLI, c'est une porte de sortie ou une porte d'entrée sur l'investissement locatif? Est-ce que finalement, ça montre pas qu'il nous manque ce fameux... Et on va passer sur la deuxième partie de notre débat, statut du bailleur privé. Est-ce que c'est pas ça qu'il nous faudrait? Un dispositif, alors je dis simple, mais comme on va rentrer un tout petit peu dans le détail, vous allez tous zapper. Mais un dispositif qui permettrait véritablement de redonner un peu d'attrait à l'investissement locatif et un peu plus simple quand même. Alors, je vais en parler directement après, mais pour rebondir sur ce que disait Franck, sur le LLI, comme je le disais tout à l'heure, on a proposé une formule de LLI meublé, donc qui profite des avantages du LLI, comme on l'a dit tout à l'heure, la TVA à 10%, le crédit d'impôt sur la taxe foncière et ceux du LMNP. Donc au départ, quand on a imaginé cette formule, on s'était posé la question de savoir si c'était réellement possible. On a travaillé avec des experts, fiscalistes, notaires, etc., experts comptables qui nous ont confirmé que c'était possible. Et dans ces cas-là, on réussit à avoir des rendements qui sont tout à fait corrects, voire meilleurs que le Pinel. On avait fait des simulations qui établissaient des cas dans lesquels ce dispositif était meilleur que le Pinel, et notamment parce que la TVA, finalement, l'économie de TVA, on l'a tout de suite, alors que sur le Pinel, on l'a dans le temps. Voilà, c'est lissé dans le temps. Donc il y a des cas particuliers dans lesquels c'est intéressant. Moyenne, ce qui est intéressant, c'est d'aller quand même dans le détail. Tout à fait. Et notamment dans les communes dans lesquelles le loyer LLI, qui est équivalent au loyer Pinel, parce qu'on peut se dire parfois que le loyer intermédiaire est décoté, c'est le même loyer que le loyer Pinel, et on a des communes dans lesquelles il est quasiment équivalent au loyer marché. Oui, ce qui est dans ce cas-là, on a des performances élevées. On avait beaucoup parlé avec Franck fut un temps sur le dispositif Pinel, ce qui est une vraie problématique là-dessus. Mais pour en revenir sur notre statut du bailleur privé, parce que le temps file et qu'il nous reste à peu près 8 minutes, on a un rapport parlementaire qui avait été commandé par le ministère du Logement pour... Allez, on va le dire, l'intégrer au projet de loi de finances pour 2026. On y croit à mort. Moi, ça fait 10 ans que je regarde ce secteur de près. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Est-ce qu'enfin, on va avoir ce vrai statut du bailleur privé? Est-ce que, messieurs, vous en êtes convaincus? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, tout ça? Alors, la première chose, oui, ça va dans le bon sens. Et c'est important de constater que les pouvoirs publics ont pris conscience de la crise du logement et s'emploient à finalement donner les moyens pour la résorber.
Ensuite, ce rapport, on peut le saluer, il est extrêmement qualitatif, il est synthétique. Les propositions qui sont faites, elles sont pertinentes. Aujourd'hui, nous, Cogedim, on reste pour le coup encore un petit peu prudent, puisque le chemin est encore long pour son approbation. On sait aujourd'hui, sans faire de politique, que le gouvernement peut être mis en danger, que le projet de loi de finances pourra faire l'objet d'amendements, etc. Et que, évidemment, il y aura au préalable l'arbitrage de Bercy. Donc nous, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est n'attendez pas finalement la fin d'année pour investir. Il y a plein de produits aujourd'hui sur le marché. Le LLI en est un, mais on en parlait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des programmes, notamment démembrement, nue propriété, étudiants. Vous voulez vraiment parler de la nue propriété, Exactement, et ça fonctionne bien. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier ne doit pas attendre ce dispositif. Dans le nu, évidemment, ce qui est proposé est hyper pertinent. Par contre, si on veut investir dans le meublé, que ce soit en résidence gérée ou en LMNP classique, non gérée, on a des solutions qui sont déjà performantes et quasi équivalentes à ce qui sera proposé dans le cadre du statut du bailleur privé. Oui, mais moi je suis contente quand même qu'on s'adresse à ceux qui vont investir dans la location nue en l'occurrence, parce que je fais partie de ces locataires qui galèrent à chaque fois quand on veut changer de logement à trouver de la location nue, parce qu'effectivement fiscalement c'est toujours plus intéressant de faire du meublé, pour peu qu'en plus on trouve le bail qui vous permet d'échapper à 2-3 trucs type encadrement des loyers. Bref, là en l'occurrence notre statut il nous dit quoi? Les deux parlementaires nous disent qu'avec ce qu'ils proposent, le système à l'amortissement, la hausse sur le forfait, de la déduction, etc., en gros, globalement, bon an, mal an, ils nous disent on va permettre en tout cas de créer 90 000 logements à la location chaque année sur une longue période, qu'en plus de ça, loin de nous coûter de l'argent, en tout cas à nos finances publiques, ça va en rapporter parce que de fait, on va accélérer les transactions puisque le stock ne sera pas concerné et seuls les nouveaux investissements seront concernés. Donc, il y a quand même une espèce de cercle vertueux. Moi, franchement, je suis absolument fan de ce rapport parlementaire. Quand je le lis, je me dis, mais pourquoi ça ne pourrait pas intégrer notre projet de loi de finances? On peut saluer la qualité de ce rapport, effectivement, qui est pertinent, tant sur le diagnostic qui est posé, sur les mesures proposées, et qui a la vertu de reconnaître pour la première fois le rôle, l'importance économique et sociale du bailleur privé. Les particuliers, aujourd'hui, logent un quart des ménages français. Ça, on l'a un petit peu oublié. On les a accusés de tous les maux. On a dit que ça coûtait de l'argent, etc. Même si la Cour des comptes a admis du bout des lèvres que finalement ça rapportait un peu de sous. Finalement, le Pinel, c'était pas si mal. On a des propositions qui sont très concrètes, très simples à mettre en œuvre, avec un budget qui est équilibré sur la base d'estimations qui sont très pondérées. Encore une fois, on n'est pas dans c'est très prudent. C'est vraiment très, très mesuré. On ne peut que saluer, encore une fois, ces propositions. La grosse incertitude, effectivement, c'est la position de Bercy, qui n'a pas été consultée, qui n'a pas réagi non plus. Et puis, effectivement, ils sont encore en train de lire. Toute l'incertitude électorale, le calendrier d'ici la fin de l'année, la loi de finances, est-ce que ce sera inscrit ou pas dès l'avant-projet? Est-ce qu'il y aura une motion de censure? Est-ce que ça va être conservé ou pas? On a bien compris qu'il fallait trouver 40 milliards d'économies. Là, bon an, mal an, sur des hypothèses très pessimistes, on est sur un excédent pour les finances publiques de 1,9 milliard par an à partir de 2026. C'est pas mal quand même, hein. C'est déjà quasiment 2 milliards trouvés. Même on peut dire qu'on les a quasiment parce qu'on est sur des hypothèses très basses. C'est plus qu'une RLS, je dis ça pour nos amis bailleurs sociaux. Mais reste à savoir si ce message va être bien entendu, encore une fois, et mis en application. Mais messieurs, j'imagine quand même que malgré la prudence dont vous faites preuve et qui est tout à fait légitime compte tenu du contexte politique et budgétaire, on est d'accord. Mais vous avez quand même commencé ou pas à faire marcher vos petites machines là pour essayer d'estimer. C'est là que ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai lu que globalement, avec ce système-là, on pourrait arriver. Alors, particulièrement pour ceux qui investissent dans le neuf ou dans un logement qu'on aurait très rénové, qui serait très performant, on pourrait, bon an, mal an, arriver à ne plus payer d'impôts sur les revenus locatifs qu'on perçoit pendant 20 ans. Est-ce que vous arrivez plus ou moins? Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais toujours pareil, dans ces simulations, calculs de TRI, les premières esquisses que l'on a pour le neuf, on est sur du TRI de l'ordre de 4,80 par 5. Voilà, donc on change vraiment la donne. Mais c'est bien ce qui est dit dans ce rapport-là, c'est qu'il faut redonner de l'intérêt, de l'attrait économique aux investisseurs. Aujourd'hui, si vous investissez dans le logement, compte tenu des risques pris, de la durée d'engagement, le retour sur investissement n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de particuliers d'ailleurs qui se tournent vers le meublé. C'est pour trouver des solutions alternatives. C'est pour ça qu'elle est bien cette PPL, enfin cette future PPL, on l'espère. Plus rentable pour retrouver un équilibre économique. Et là, l'objectif de ce rapport, c'est aussi de flécher les investisseurs vers la location nue qui répond aux besoins des plus grands nombres. 4,80 de rendement interne.
On est loin du LLI, hein. Mais pas du LLI meublé. Mais pas du LLI meublé, mais on est d'accord quand même que c'est un sujet quand même sur la création, la production de logements locatifs vides. Aujourd'hui, on en manque cruellement. Bien sûr qu'évidemment, on a les étudiants et il faut du logement meublé. Il n'est pas question de supprimer le logement meublé, mais il y a quand même un vrai sujet sur l'attrait fiscal du logement nu. Ah, tout à fait. Sur le logement nu aujourd'hui, effectivement, le statut du bailleur privé serait une vraie révolution. Et puis au-delà finalement des calculs, c'est aussi sur la prise en compte, comme vous le disiez Franck, de l'impact économique de l'investisseur dans le logement libre et qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Le fait, ce qui est proposé dans le rapport, de sortir aussi ces logements mis en location de longue durée de l'IFI, c'est un signal qui serait extrêmement positif, extrêmement positif aussi. Oui, on est loin de l'investissement non productif. Là, pour le coup, on reconnaît les particuliers comme des agents économiques. Et puis on sait que le logement, sans logement, ça peut être un frein à l'emploi, ça peut être un frein aux études. Voilà, il y a un vrai problème sur les logements étudiants. Aujourd'hui, pour un logement étudiant qui est mis à l'offre, c'est des centaines d'appels. Et donc, il y a un vrai sujet de production de logements à la fois familiaux, mais aussi pour étudiants. Et nous aussi, ce qu'on constate finalement, c'est qu'on réussit sur des primo-accédants aujourd'hui à proposer d'acheter pour l'équivalent de son loyer. Donc c'est une formule qu'on a appelée Access. Donc c'est une des réponses finalement, et le gouvernement en cela, en élargissant le PTZ aux zones finalement détendues, a apporté une partie de la réponse, puisque pour libérer, finalement de l'aspiration des Français, c'est avant tout de devenir propriétaire. Et je pense que le premier investissement à faire, c'est sa résidence principale. On est d'accord. Donc on réussit avec ce PTZ, avec l'offre Access, dans laquelle les personnes pour l'équivalent du loyer, sans mettre d'apport, peuvent devenir propriétaires, à répondre à une partie de cette crise du logement. Mais tout le monde n'est pas dans cette volonté. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne vont pas s'implanter dans une ville pendant 10, 15 ans, 20 ans, n'ont pas forcément envie d'acheter un logement. Et donc, effectivement, pour ces personnes-là, il va falloir apporter des réponses concrètes, et notamment sur de la location nue, puisque, on le disait tout à l'heure, la location meublée, elle est déjà pour un investisseur plutôt performante aujourd'hui. Et donc, il faut faire en sorte qu'on équilibre, et c'est tout l'objet de ce rapport, le logement nu avec le logement meublé. C'est le fameux parcours résidentiel. En fait, c'est ce que j'allais dire. Dans la vie active. Voilà, il conclut l'émission parfaitement. Vous n'avez pas forcément de CDI, le banquier ne va pas forcément vous prêter de l'argent. Donc, vous vous tournez naturellement vers la location privée nue. Pourquoi ? Parce que vous avez 2,6 millions de personnes aujourd'hui qui font la queue pour avoir un logement social. Donc, ce n'est pas de ce côté-là que vous allez trouver une solution. Et donc, le vrai segment, c'est un quart des ménages, encore une fois, c'est la location privée nue. Et heureusement, Franck Vigneault, le directeur du laboratoire de l'immobilier, était avec nous, ainsi que Mathieu Mayer, directeur général adjoint de Cogedim, pour essayer de vous apporter des solutions, des propositions. Alors, vous avez le LLI, souhaitons demain que vous ayez, on l'espère, ce fameux statut du bailleur privé pour relancer l'offre locative en vide aussi, c'est bien pour moi, pensez à moi. Les experts de l'IMO, merci à tous les deux. Les experts de l'IMO reviennent demain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ancien et rénovation énergétique. Et on parlera de la valeur verte demain. Mais d'ici là, je vous laisse avec Lorraine Goumeau pour les meilleurs moments de Tout pour investir sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.